I'm absolutely sure if the Russians did not have nuclear weapons, we would have been in Ukraine, kicking them out. We would have. But they have nuclear weapons, so it's not the same as in Afghanistan. Effectivement. Pascal Boniface, vous allez nous en dire, vous, davantage. Directeur fondateur de l'IRIS, co-auteur avec Hubert Védrine de l'Atlas des crises et des conflits, paru aux éditions Armand Collin. Merci d'être avec nous. Gallagher Fenwick, tout à l'heure, le disait, il faut lire correctement ce qui est en train de se passer. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Je rejoins les propos qui viennent d'être tenus. Il y a en effet une escalade dans le verbe et dans l'action, avec des tirs de plus en plus fréquents, des nouveaux missiles qui n'étaient pas utilisés auparavant, et effectivement le changement de pied avec la participation d'une armée étrangère, d'une armée asiatique à un conflit européen, ce qui est... Bon, Pascal Boniface, il fait des interventions assez correctes. Et vous pouvez aller sur sa propre chaîne. Et déjà, il vous avait dit que ces gens-là, ne l'invitez plus trop sur les plateaux télé, parce que, étant donné que ces analyses sont plutôt objectives dans la majorité des cas, et surtout quand il s'agit du fils préféré de l'Occident au Moyen-Orient, on ne voulait plus de ces analyses parce que ça n'allait pas avec l'idée qu'il voulait véhiculer au sein de la population française. Étant donné que ce qui se passe au Moyen-Orient est très bancal, en tout cas, ne peut pas se justifier de la manière dont eux le justifient. Et donc, quand il y a quelqu'un qui vient dire la vérité ou qui vient dire quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'ils voulaient attendre, ils font très vite ou ils l'écartent très vite et il n'apparaît plus. Et donc, je suis étonné et heureux de revoir Pascal Boniface sur LCI. Et donc, espérons que son analyse sera conforme aux faits et ne sera pas mensonger comparé à beaucoup d'entre eux qui sont là, particulièrement à l'ambassadeur là, de maison. Doublement nouveau. Alors, ceci étant, lorsque l'ancien chef d'état-major ukrainien parle de Troisième Guerre mondiale, ça peut être à double tranchant. Bien sûr, cela peut mobiliser les Occidentaux contre Poutine, mais ça peut aussi démobiliser, et notamment les États-Unis. Cela peut mobiliser les Occidentaux contre Poutine, peu ou à. Parce que je vous rappelle que la majorité des pays occidentaux ont voulu sanctionner Poutine, ont voulu les sanctions économiques comme Poutine, que ce soit les Américains et les Européens, les Anglais ou les Britanniques, ils ont tous voulu sanctionner la Russie. Donc, c'est pas que ça peut, ça a. Par contre, le chemin que ça prend, avec la personne qui arrive à la présidence aux États-Unis, ça devient plus compliqué, comme il va le dire dans cette suite. Puisque Donald Trump, au cours de la campagne, a justement beaucoup martelé l'argument faux, selon lequel, si Kamala Harris était élue, elle pourrait envoyer des soldats américains aider les Ukrainiens. Et donc, je doute que Donald Trump soit très partant pour aller aider beaucoup plus les Ukrainiens, surtout s'ils agitent le spectre de la Troisième Guerre mondiale et la grande... Voilà. Ce qui va démobiliser les Européens, c'est si Trump retire son pays de ce conflit. Parce qu'on sait que ce conflit est principalement alimenté par les Américains. Comme l'avait dit l'autre sénateur, c'est parfait pour nous puisque nous attaquons la Russie sans qu'il y ait un soldat américain de perdu dans ce conflit. Et donc, si les Américains se retirent de ce conflit, les Européens n'ont pas les moyens de continuer ce conflit, aussi bien au niveau de l'armement qu'au niveau du personnel, et encore moins au niveau des finances. Parce que contrairement à la Fed, la Banque européenne ne peut pas s'endetter infiniment puisque l'euro, c'est pas le dollar. La crainte des États-Unis comme de l'URSS en leur temps, c'était d'être entraînés malgré eux dans une guerre par proxy interposée. Et donc, voilà, bien sûr, c'est mobilisateur de parler de troisième. Et ce qu'il vient de dire ici aussi, c'est très important. Dans ma vidéo où je vous ai montré le sénateur, les sénateurs américains sont en train de traquer l'autorisation de Biden à l'Ukraine pour frapper dans la profondeur russe, pour savoir exactement quelles sont les limites, les contours, les définitions, le contenant de cette autorisation qui n'a toujours pas été officialisée jusqu'à l'heure où nous parlons, ça fait presque une semaine.
Et donc, c'est très important d'avoir cela en tête. Attendez que je revienne, qu'est-ce qu'il a dit ? Surtout s'ils agitent le spectre de la Troisième Guerre mondiale. Et la grande crainte des États-Unis comme de l'URSS en leur temps, c'était d'être entraînés malgré eux dans une guerre par proxy interposé. Voilà. Et donc, comme il a dit ici, les sénateurs veulent absolument savoir ce contour parce qu'ils ne veulent pas être entraînés dans une Troisième Guerre mondiale par une autre personne que les États-Unis eux-mêmes. Ni l'Ukraine, ni les Européens. Comme ils ont dit, si les Européens veulent autoriser leur Storm Shadow et leur Scalp à toucher le territoire russe et à embraser la situation, qu'ils le fassent eux. Mais si les États-Unis doivent rentrer dans ce conflit, ça doit se faire par la décision et la volonté des Américains. C'est pour cela qu'ils sont en train de traquer Biden, puisque les conséquences de l'autorisation de Biden peuvent entraîner cela. Et donc, voilà, bien sûr, c'est mobilisateur de parler de Troisième Guerre mondiale, ça fait peur, et Gallagher Fenwick, là, on a très bien parlé tout à l'heure, mais ça peut aussi faire peur dans le sens de l'engagement, parce que les gens se disent, oulala, ça va bien trop loin, on ne veut pas être pris dans un engrenage qu'on ne pourrait plus contrôler. Alors, en réalité, depuis le départ, Zelensky avait demandé une couverture aérienne, une zone d'exclusion aérienne à l'OTAN contre l'aviation russe, ce qui aurait été une participation directe de l'OTAN à la guerre, dès le départ, ce qu'ils ont refusé. Ah bah oui. Qui va assumer d'abattre un avion russe dans la zone de conflit? Ça, c'est des choses qu'ils font en Afrique. Et parce qu'ils ont fait ça en Afrique, ils ont fait ça en Libye, ils ont fait ça en Irak, contre des gens qui n'ont pas vraiment de moyens de riposte, qu'ils ont cru qu'ils pourraient faire ça en Ukraine. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes conséquences d'abattre des avions russes en l'air que d'abattre des avions ukrainiens. Parce que si tu abats des avions russes en l'air, crois-moi que tes porte-avions, tes aérodromes, tes aéronefs, et ben tout ça, ça va être cramé par les Russes. Et donc les conséquences, ils ne peuvent pas l'assumer. C'est d'autant plus vrai que quand vous suivez ce tweet, regardez bien, c'est que cet amiral de l'OTAN dit ici. I'm absolutely sure if the Russians did not have nuclear weapons, we would have been in Ukraine, kicking them out. We would have. But they have nuclear weapons, so it's not the same as in Afghanistan. Comme il le dit, si les Russes n'avaient pas d'armes nucléaires, l'OTAN serait déjà en Ukraine pour chasser les Russes. Mais comme pour la Libye, l'OTAN ne devait que protéger des civils libyens, à la fin, ils ont exécuté Kadhafi. Exactement ce qui se serait passé si la Russie n'était pas préparée. Ils seraient venus en Ukraine et ils auraient poursuivi leur truc jusqu'en Russie. Voilà pourquoi plus personne ne veut de ce monde où l'Occident est capable de faire ce genre de choses. Et voilà pourquoi tous les pays du Sud, même s'ils ne le disent pas, ne vont pas se mettre du côté des Occidentaux dans ce conflit. Peu importe le niveau d'escalade, moi je ne vois aucun pays qui a intérêt à ce que l'Occident sorte vainqueur de ce conflit. Parce que ces pays-là se mettraient lui-même en position de soumis, d'esclaves des Occidentaux, et particulièrement des Américains. Là maintenant, on voit bien qu'on est un peu dans le money time quelque part. Tout le monde met un peu plus de pression parce qu'on se dit Trump arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il faut renforcer l'Ukraine pour qu'elle soit en meilleure position de négocier? Ou est-ce que de toute façon, ça sera trop tard pour récupérer les territoires? Donc il y a aussi une montée de pression qui est due au calendrier parce que le 20 janvier, les choses vont changer et Trump sera au pouvoir et il n'est pas encore tout à fait... bien sûr, il a annoncé la couleur qui réglerait la guerre en 24 heures, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais on ne sait pas encore s'il va arrêter brutalement l'aide ou s'il va obtenir quelque chose de la part de Poutine dans une négociation bilatérale qui passerait sur la tête tant des Européens que des Ukrainiens. Voilà la réalité qu'il a dit. Eux tous là, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'essayer de ne pas laisser l'Ukraine à poil devant Trump. Parce qu'ils savent bien
que la majorité de ces gens qui sont au pouvoir, la majorité de ces gens qui sont à l'OTAN, font partie de cette coalition globaliste qui ont voulu que Trump perde contre Biden, qui ont voulu que Trump soit crucifié judiciairement, qui ont voulu que Trump n'accède pas à la présidence, et donc que ce soit à l'OTAN ou que ce soit les dirigeants européens, eux tous, ils savent bien que Trump n'est pas du tout leur ami. Et tout ce qu'ils comptent, c'est sur le pragmatisme de Trump. Et ils espèrent tous que Trump ne va pas lâcher Zelensky en race campagne. Voilà pourquoi ils essayent de faire escalader les choses ou de permettre à Zelensky de garder pied en Russie jusqu'à ce que Trump arrive au pouvoir. Mais les seuls qui n'ont pas fait défaut à Trump, ce sont les autocrates. Ils n'ont jamais conspiré contre lui au pouvoir ou pour qu'il n'accède pas au pouvoir ou pour qu'il soit démis du pouvoir. C'est la seule chose constante chez ces gens-là que tous ces Occidentaux ont en horreur. Le président coréen n'a jamais conspiré contre Trump. Le président russe n'a jamais conspiré contre Trump. Le président chinois, ça je sais pas, parce que Trump et la Chine s'est étendu. Mais tous ces restes-là, les Macron, les machins, les Van der Leyen et tout ça, eux tous ont toujours été contre Trump. Ils ont mal vécu le fait que Trump leur a fait la misère quand il est arrivé au pouvoir. Et ils ont tous voulu qu'il ne revienne plus jamais. Et quand il revient, ils savent bien qu'il va les laisser en race campagne. Et ils ne savent même pas comment est-ce qu'il va faire les négociations. Et la manière la plus simple de pousser l'Ukraine à voir la réalité, c'est de lui couper les vivres. Quand on va lui dire que voilà, si tu veux faire le malin, tu vas te retrouver face à face avec la Russie sans notre aide et on verra combien de temps tu vas tenir. Comme a dit Zelensky lui-même sur France 24, je crois, sans l'aide des États-Unis, nous perdrons cette guerre. Eh bien oui, sans l'aide des États-Unis, ça sera cuit et c'est ce qu'on va lui dire. Tu vas faire ce qu'on te dit ou tu vas accepter ce qu'on va te présenter. On n'en discute pas, tu n'as pas ton mot à dire. Et comme Pascal Boniface a dit, et c'est sans doute ça qui doit faire beaucoup plus de mal aux Européens et aux globalistes, c'est que cette négociation risque de se passer sans même que les Ukrainiens qui sont au combat et les Européens qui soutiennent l'Ukraine n'aient leur mot à dire. Parce qu'eux tous savent qu'ils dépendent de l'aide militaire et financière des États-Unis. Et c'est sans doute ça qui leur fait le plus mal. Ça sous-entend que la pression va d'un coup retomber avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Elle peut aussi bien retomber que monter, tout dépend des décisions qu'il va prendre. Mais là, on voit bien que chacun fait monter les enchères avant le moment fatidique. Et effectivement, le risque, c'est le risque de l'engrenage, parce qu'il peut y avoir quelque chose où tout d'un coup, on veut montrer les muscles, et puis on va trop loin là. J'ai un peu l'impression que Russes et Ukrainiens sont comme deux pilotes de moto qui se foncent l'un vers l'autre, en pensant qu'il y en a un qui va s'écarter le premier. Mais il peut y avoir un choc frontal. Pour l'instant, bien sûr, on sait que les rationalisateurs, Poutine n'a pas été rationnel en envahissant l'Ukraine, parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il a obtenu exactement l'inverse de ce qu'il recherchait. Donc on peut toujours commettre une erreur d'appréciation. Bon, Poutine n'a pas été rationnel en envahissant l'Ukraine. Quand on sait où en était la situation au moment où Poutine a envahi l'Ukraine, y avait-il une autre solution? Aujourd'hui, on ne retrouve quasiment plus les images d'Emmanuel Macron pendant qu'il était en train de parler avec Poutine et il se moquait de Poutine au téléphone. Aujourd'hui, croyez-vous qu'il a encore le temps de se moquer comme il se moquait là? Poutine était en train de lui dire ce que Zelensky et l'Ukraine faisaient et comptaient faire. Et Emmanuel Macron lui disait quoi? Vous n'avez pas le droit d'imposer à l'Ukraine des traités, des choses. C'est pas comme ça. Ils étaient tous au courant de la situation. Ils savaient tous ce que l'Ukraine faisait et eux tous fermaient les yeux. Mais quand on vient pour corriger les choses, ça devient vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est exactement comme ce qui se passe au Moyen-Orient. Ils voient tous ce qui se passe et pourtant, ils disent tous non, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. Ils ont le droit de faire ça, bien sûr. En pensant qu'on empoche un bénéfice et on commet l'erreur fatidique qui vient entraîner une catastrophe. Comme je disais, comme pour ce qui se passe au Moyen-Orient, ils sont tous là
ils observent tous ce que fait ce pays à la population de Gaza, mais ils ne disent rien, ils ne commentent pas, ou ils ne prennent pas les mesures. Regardez la quantité astronomique des mesures qui ont été prises contre la Russie, de sanctions, de je sais pas quoi, de je sais pas si. Et on n'est même pas capable de juste geler la livraison des armes au fils préféré de l'Occident au Moyen-Orient pour le forcer à trouver des accords de paix et à négocier un accord de paix durable dans cette partie-là du monde. Mais quand il s'agit de venir pleurer pour l'Ukraine, c'est les premiers. Quand il s'agit de venir demander des choses à la Russie, c'est les premiers. Prendre ne serait-ce que des mesures douces pour forcer leur enfant préféré à faire des concessions, ça par contre ils ne sont pas capables. C'était tout pour cette vidéo. Peace out.